Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part, chronique dans laquelle nous allons parler du Tour de France de cyclisme féminin. Nous allons parler également des problèmes, des graves problèmes posés par le masculinisme à l'heure actuelle. Nous parlerons également des accidents du travail chez les femmes et de quelques autres sujets, donc restez bien jusqu'au bout si cela vous intéresse. Je vous remercie pour votre fidélité, merci d'être toujours là, de commenter, de mettre des pouces bleus, de faire des dons, de m'envoyer des gentils messages de soutien, vraiment ça me touche énormément. Vous pouvez également participer à cette chronique d'actualité d'une certaine façon en commentaire, en me donnant vos propres analyses et en me disant ce que vous avez pensé de tel ou tel sujet. C'est vrai que c'est pas toujours évident de faire le tour de certaines questions ou de le voir vraiment de tous les points de vue. Donc avec vos expériences, généralement, vous complétez assez bien mes propos et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à continuer de le faire afin d'enrichir cette chronique. Et puis vous qui m'écoutez, n'hésitez pas à lire les commentaires aussi pour avoir d'autres points de vue sur certaines questions. Alors juste pour commencer, je vous encourage à regarder, encore une fois, une vidéo de la chaîne Discussion Sartoriale, une vidéo d'Hugo Jacomet qu'il a faite à propos de l'affaire de la cravate à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire d'habillement, etc., à coup de Twitter interposé. Certains partis politiques se sont un petit peu fait la guerre à ce propos et dans une vidéo qui peut d'ailleurs s'écouter comme un podcast, donc n'ayez pas peur, ça dure à peu près une demi-heure, mais vous pouvez déjà mettre en accéléré et puis et l'écouter comme un podcast. Et donc Hugo Jacomet rappelle beaucoup de choses vraiment super intéressantes sur l'élégance, sur la tenue vestimentaire, sur le fait de s'habiller en fonction du lieu dans lequel on se trouve, en fonction de notre activité, en quoi la cravate, enfin le symbole de la cravate aujourd'hui, alors là c'est plus par rapport aux hommes, mais vraiment il en dégage beaucoup de propos très intéressants et de bonnes discussions, de très bonnes analyses par rapport à ce qui se passe à l'Assemblée, mais aussi dans le monde de façon générale. Donc vraiment, je vous invite à écouter cette vidéo si vous voulez, en savoir un peu plus sur ce sujet, approfondir vos connaissances et entendre peut-être un son de cloche un petit peu différent du mien par rapport à tous ces sujets de l'élégance vestimentaire. Quelle actualité voulais-je... Ah oui, c'était ça par rapport au masculinisme. Quelle actualité, cette actualité dont je voulais vous parler. Alors, je vous en parle dans les premières minutes de ce podcast parce que j'ai trouvé que c'était quelque chose de positif. Vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est un reel, donc une vidéo au format assez court sur Instagram du compte Oh My Mag FR, donc qui est un magazine féminin, féministe, qui ne vole pas très haut, n'est-ce pas? Et donc une jeune fille sur l'écran nous fait tout un exposé, qui n'est pas très long, mais qui dure à peu près 1 minute 30, je pense, un exposé sur le danger des masculinistes. Le danger des hommes, quoi, en gros, vu comment elle les décrit. Donc le danger de la virilité, le danger de cette masculinité toxique, de cette misogynie assumée, n'est-ce pas, de certains comptes. Et déjà, elle ne donne pas beaucoup d'arguments en soi. Enfin, il n'y a pas de... C'est un peu toujours... J'étais plutôt étonnée. Autant il y a des comptes peut-être ou des vidéos qui sont un peu plus agressives, mais qui rentrent aussi un petit peu plus dans le vif du sujet. Autant là, vraiment, la vidéo n'a vraiment aucun intérêt, à part une fois de plus critiquer les hommes, critiquer le patriarcat, etc. Mais en gros, elle ne définit jamais les termes, elle ne donne jamais d'exemples vraiment très concrets. Et je trouve en tout cas moi si j'avais été féministe et que je regardais ce contenu, bon non en fait les féministes sont bêtes, donc j'aurais pas forcément plus réfléchi que ça et j'aurais dit oui super t'as raison, abat les hommes et abat la virilité. Bon, mais bon au-delà de ça j'ai trouvé effectivement que c'était un petit peu creux comme vidéo et c'est toujours un petit peu les mêmes mots-clés qui ressortent et qui sont là pour attiser la haine contre les hommes, n'est-ce pas? Donc le patriarcat, la misogynie, le machisme, etc. Le fait que ces hommes n'aiment soi-disant pas les femmes.
Et pourquoi je vous parle de cette actualité? Tout simplement parce que j'ai commencé à regarder les commentaires sous cette vidéo. Alors je sais pas combien il y en a. Est-ce qu'on peut voir sur Instagram le nombre de commentaires? Je ne sais pas, mais il y en a des centaines. Et en fait, la plupart des commentaires sont contre cette vidéo. Pas tellement en mode, enfin contre le contenu de la vidéo, pas tellement en mode troll, vous savez, ça arrive parfois sur Instagram où il y a quelqu'un qui rameute tout le monde et qui lui dit allez hop, on va sous cette vidéo et on commande tous des choses méchantes, quoi, qui n'ont pas, enfin, qui n'ont ni queue ni tête, qui sont pas forcément intéressantes. Voilà, c'est des personnes qui sont vraiment juste là pour aller contre ce que dit la personne, mais pas forcément de façon très intelligente. Et là, en fait, la plupart des réponses sont... elles sont pas toutes forcément longues, construites, argumentées, etc. Mais la plupart des commentaires vont quand même dans le sens de lui dire que sa vidéo est creuse, qu'elle critique quelque chose sans le connaître. Par exemple, avec quelqu'un qui dit donc les valeurs traditionnelles de l'honneur, du sens du sacrifice, de la parole donnée, de la sacralisation de la vie, du respect des lois naturelles, c'est extrêmement dangereux. Voilà, c'est un peu ironique. Il y a des personnes qui lui signalent aussi, parce qu'en fait dans sa vidéo elle dit oui mais quand on pense que ce contenu, donc en gros contenu très 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 subversif des masculinistes, mais sous couvert de belles choses, enfin c'est bien présenté, etc. Donc on peut tomber dans le piège, quoi, facilement de ces discours horribles, n'est-ce pas? Et elle dit que ce genre de discours est donc à portée de gamins de 13 ans qui vont tomber là-dessus, et voilà, les pauvres, quoi, ils vont tomber dans une secte horrible sans même s'en rendre compte. Et comme si déjà c'était, comme si le discours un peu traditionnel, viril, etc., comme si c'était un discours majoritaire sur Internet. Je ne pense pas. Je pense que les gamins de 13 ans sans éducation spéciale ou sans valeur spéciale vont être confrontés à des contenus a priori beaucoup plus subversifs que ceux-là. Et surtout, beaucoup de gens dans les commentaires l'ont signalé à juste titre qu'en fait, eux, c'était pire parce que elle alerte comme ça sur soi-disant la masculinité toxique et la misogynie assumée, alors que ces adolescents de 13 ans sont confrontés à des contenus beaucoup plus graves, sont poussés par exemple par rapport aux transgenres, etc., sont poussés à changer de sexe, leur idéologie transforme les êtres normaux en larves dépressives. Il n'y a jamais eu autant de suicides et de consommation d'antidépresseurs depuis que votre idéologie progressiste est promue partout. Vous voyez, ça c'est un des commentaires. Donc elle disait voilà, c'est à la portée d'enfants de 13 ans. Il y a quelqu'un qui répond c'est à la portée des enfants de 13 ans, mon Dieu. Et les prides, donc les gay pride là, avec les hommes en cuir promenés en laisse aux yeux de tous, devant des enfants d'ailleurs, et à moitié nus, c'est ok, n'est-ce pas? Évidemment c'est beaucoup plus dangereux, etc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'avais vu vraiment pas mal de commentaires assez intéressants. De commentaires assez intéressants, mais vous pourrez aller les voir si vous voulez. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment très positif, le fait que la plupart des commentaires vraiment dénoncent ce genre de vidéos et lui disent que ça a ni queue ni tête, et en gros qu'il faudrait qu'elle fasse un vrai travail de journalisme plutôt que de balancer des mots les uns comme ça, les uns à la suite des autres comme ça, pour donner un petit peu les gros mots à l'heure actuelle, hein. Il suffit de dire patriarcat, oppression, hiérarchie des sexes, misogynie, et hop, c'est bon, vous avez une bonne petite vidéo pour Instagram. Donc j'ai trouvé ce sursaut de rébellion contre ce genre de posts et de vidéos assez intéressant et positif, donc je voulais le partager avec vous. Autre actualité, j'enregistre cette chronique au lendemain de la dernière étape du Tour de France féminin, donc du Tour de France vélo féminin, et à vrai dire je suis allée regarder les coureuses, parce qu'à priori c'est comme ça que l'on dit, regarder les coureuses passer, mais en fait ça m'a donné l'occasion de poser pas mal de questions à mon frère qui s'y connaît en Tour de France hommes et femmes, et pour lui demander justement ce qu'il en pensait, comment ça se déroulait, etc. etc. Et visiblement, lui il trouvait plutôt, alors à vous de me dire, hein, ceux qui s'y connaissent, mais par exemple
en comparant avec le foot féminin, a priori tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le foot féminin n'a vraiment aucun intérêt. C'est nul, c'est plat, on s'ennuie quand on regarde ça et voilà. Même les meilleures équipes féminines. Alors qu'a priori le cyclisme féminin reste quand même assez intéressant. Et là en l'occurrence on était dans dans les montagnes évidemment et ils trouvaient quand même qu'elles avaient plutôt un bon rythme qui n'était pas aussi rapide que le rythme masculin mais qui était tout de même un bon rythme et que c'était quand même intéressant à regarder. Bref, tout ça pour parler du sport féminin et pour dire que voulais-je vous dire par rapport aux femmes? Oui, alors on invoque toujours l'égalité parfaite, n'est-ce pas? Et là, bon, ils ont fait seulement une semaine de tour comparé, de compétition comparé au Tour de France Hommes qui dure donc 3 semaines, dont 2 jours de congé, enfin un chaque... je sais plus, un par semaine, je sais plus si c'est le dimanche ou pas, mais bon. Et là, par contre, le fait que ça ne dure qu'une semaine, personne n'est étonné, ni quoi que ce soit. Et personne ne dit, mais attendez, c'est pas juste, ça n'est pas l'égalité parfaite, il faudrait les faire rouler pendant au moins 3 semaines, n'est-ce pas ? Bref, évidemment, on va pas revenir là-dessus, mais tout ça pour dire qu'évidemment, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Elles n'ont pas la même force physique, dopage ou pas dopage d'ailleurs, mais elles n'ont pas la même forme, la même endurance, les mêmes capacités, ça c'est une évidence pour tout le monde, et c'est vrai que dans le monde du sport, ça ressort d'autant plus. Et voilà, il suffit de l'accepter. Alors soit il suffit d'accepter qu'il y a des sports pas très féminins, pas très intéressants et personne les regarde et ils sont voués à disparaître d'eux-mêmes, ou alors à tout simplement ne pas être diffusés à la télévision. Ça n'empêche pas que si les femmes ça les intéresse de faire du football, et bien qu'elles y aillent. Et puis les autres qui sont plutôt intéressants, ben voilà, que ce soit tout simplement adapté à leur capacité, à leur endurance et à ce qu'elles peuvent faire tout simplement. Donc là le Tour de France en l'occurrence, le faire que sur une semaine au lieu de le faire sur 3 semaines. Voilà, ça peut être une bonne solution aussi, plutôt que de chercher l'égalité à tout prix, ou plutôt que de vouloir baisser le niveau masculin au niveau féminin, ou que de vouloir un peu tout confondre. Et c'est comme si les cyclistes féminines demandaient à ce qu'elles soient payées, par exemple, absolument la même chose que les cyclistes hommes qui font le Tour de France pendant 3 semaines et qui ne drainent pas du tout le même nombre de gens, ni d'audition, je ne sais plus comment on dit, ni d'audience, pardon, voilà, à la télévision lors de la diffusion des étapes. Et à ce propos de ce Tour de France féminin, c'est Marion Rousse, qui est donc une ancienne coureuse cycliste elle-même, et qui est donc nommée directrice sportive du Tour de France Femmes. Et elle répondait à ses détracteurs en disant qu'elle était légitime, et elle n'a que faire des propos de ceux qui estiment qu'elle a été nommée à ce poste parce qu'elle est une femme. Puisqu'effectivement, il y a des personnes qui ont dit « Ah, mais c'est parce que t'es une femme que t'as été mise à ce poste de directrice du Tour. » C'est pas une histoire de compétence, c'est une histoire de sexe. Et donc, elle dit que non, que vu son expérience, parce qu'elle a été coureuse elle-même, ensuite, je crois qu'elle a été commentatrice. Elle a été mariée à un grand coureur cycliste et là, elle est en couple avec un autre. Je dirais, elle connaît vraiment bien ce monde, elle se sent légitime et bon, je pense qu'elle l'est. Mais c'est vrai que parfois désormais la question se posera parce qu'on se demandera qui a été mis à ce poste, pourquoi. Est-ce que c'est pour ses compétences? Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Etc, etc, etc. Donc ce genre de discussion, je pense, va encore arriver, mais je pense d'ailleurs qu'elle a eu la bonne... je vous mettrai l'article si ça vous intéresse, mais la bonne réponse de dire que non, c'est pas une question de genre. Elle a accepté ce poste parce qu'elle pense qu'elle était au niveau et qu'elle allait être capable d'être à la hauteur et être capable de faire le boulot, tout simplement. Et voilà, il n'y a pas forcément d'autres questions à se poser. Le gouvernement espagnol qui lance une campagne sur les réseaux sociaux, une campagne sur le body positive. L'été est aussi à nous, profitez-en comme, où et avec qui vous êtes. Aujourd'hui, nous trinquons à un été pour tous, sans stéréotypes et sans violence esthétique contre nos corps. Et on voit une photo de femmes qui sont
ou rondes, une qui a eu visiblement une mastectomie, donc il y a eu un sein qui a été retiré, une qui a un peu des vergetures ou je ne sais quoi, de la cellulite, qui sont rondes, qui se trémoussent avec leur obésité, parce que je pense qu'à ce stade-là, c'est de l'obésité, et voilà, des toutes un peu différentes, une avec des cheveux longs, une avec les cheveux courts, une avec les cheveux roses, une qui est plus âgée, une qui est blanche, une qui est noire, une qui est plutôt typée méditerranéen. Bref, tout a été bien fait pour que ce soit très 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 inclusif. Et il y a des choses, donc ça c'est pour évidemment lutter contre toute cette pression qui soi-disant tomberait sur les femmes au moment de l'été, à qui l'on donne des injonctions pour qu'elles aient un corps de plage, un corps d'été, le summer body comme on dit en anglais. C'est ce que l'on voit partout, et en gros les femmes ont la pression pour avoir un corps parfait, sans aucun défaut, et c'est seulement si elles ont ce corps parfait qu'elles auront le droit de l'exposer à la plage sans aucun complexe et sans se sentir mal. Alors je voudrais déjà dire qu'il y a énormément de comparaisons qui existent entre les femmes elles-mêmes. Avant tout regard masculin, ce sont souvent les femmes entre elles qui sont assez impitoyables. Deuxièmement, c'est nous-mêmes qui sommes impitoyables au-delà du regard de qui que ce soit. C'est nous-mêmes devant notre miroir qui sommes impitoyables envers nos propres corps. Au-delà même du regard d'autres femmes ou d'autres hommes, c'est notre propre regard qui peut aussi poser problème. J'ai déjà souvent évoqué ce sujet, mais voilà, on complexe de tout et de rien, on ne se sent jamais à la hauteur, on se sent vraiment très en insécurité, et je pense que ça n'a rien à voir, enfin c'est pas le patriarcat oppresseur, c'est nous, et c'est bien sûr, après il se peut qu'on ait eu aussi des traumatismes pendant notre enfance ou notre adolescence, ou des personnes qui nous ont mal traités, ou qui nous ont fait des remarques sur notre corps, ou des moqueries qui n'ont pas aidé, hein, on est bien d'accord. Mais la plupart du temps, c'est juste nous-mêmes avec notre corps, nos idées, la dureté de notre regard sur nous-mêmes, tout simplement. Et voilà. Et également, j'allais dire, l'objectivité qui fait que, bah oui, si on est vraiment en surpoids, voilà, en tout cas, pour rappeler qu'il y a des critères objectifs de beauté, c'est comme ça, c'est peut-être pas ceux auxquels on pense, c'est certainement pas ceux que l'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, de corps qui sont ou complètement refaits par la chirurgie ou par Photoshop, ou complètement refaits par Photoshop, donc c'est certainement pas ces critères-là, mais il y a quand même des critères objectifs de beauté, j'en ai déjà reparlé dans pas mal de podcasts et d'articles, et qu'on le veuille ou non, oui, il y a des critères. Est-ce que ça veut dire que tant qu'on ne rentre pas dans ces critères, on n'a pas le droit de sortir de chez soi? Non, bien sûr que non. Est-ce que parce qu'on rentre dans ces critères de beauté objectifs, est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, ça nous donne le droit à la licence d'étaler notre corps à moitié nu sur la plage devant tout le monde? Je ne crois pas non plus. Donc il ne faut pas mélanger tous les sujets, n'est-ce pas? Mais vous voyez, dans l'article, ils disent... il y a des extraits de tweets, etc. Tous les corps sont des corps de plage, des corps de montagne. Nos corps doivent être soignés, respectés, appréciés. Donc j'en avais déjà parlé dans un podcast sur ce mouvement body positive. Il y a effectivement des côtés positifs, justement, qui peuvent encourager les femmes à s'accepter telles qu'elles sont, à se libérer un petit peu du regard des autres et de leur propre regard vraiment assez dur qu'elles ont sur elles-mêmes. Donc très bien, les corps devraient être soignés, respectés, appréciés, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Mais vous voyez, tous les corps sont valides. Qu'est-ce que j'avais vu? Tous les corps sont valides, nous avons le droit de profiter de la vie telle que nous sommes, sans culpabilité, sans honte. L'été est pour tout le monde. Tous les corps sont valables, jolis et beaux. La beauté n'est pas une taille, chaque calorie n'est pas une guerre, votre corps n'est pas un champ de bataille, votre valeur n'est pas mesurable en kilos, etc., etc. Bon. Et en fait, comme on le voit, il y a vraiment beaucoup de choses qui s'en mêlent. Et tous les corps sont valables, jolis et beaux. Alors valable, je sais pas trop ce que ça veut dire. Si c'est pour dire que comme on a un défaut physique, on n'a plus de valeur en tant que personne, non, bien sûr, on est d'accord que non, mais c'est un peu ce discours de dire que tout le monde est parfait, tout le monde est bien, faut tous qu'on s'accepte tel que nous sommes, physiquement, moralement, psychologiquement.
Tant que vous avez envie d'être comme ça, tant que c'est votre souhait, tant que vous êtes bien dans votre peau, c'est ce qui compte, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez, c'est le discours, en fait, il n'y a plus rien d'objectif, il n'y a plus aucune règle, il n'y a plus aucune hiérarchie, il n'y a plus aucune valeur. Je ne parle pas du physique, là je parle de façon vraiment générale. Et la seule échelle de valeur, entre guillemets, qui existe, si on peut dire ça comme ça, c'est vous, ce que vous pensez, ce que vous faites, ce dont vous avez envie, et ça pour à peu près tous les sujets. Donc je profite d'en parler à cette occasion-là parce que je suis tombée sur cette... Enfin, non, l'une d'entre vous d'ailleurs, je pense, m'a envoyé cet article et je la remercie. Mais voilà, je profite juste de cet article pour dire ça, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une société où on nie l'objectivité, le vrai, le beau, le bon. Et ce qui compte, c'est le ressenti de chaque personne. J'en ai parlé dans le podcast Qu'est-ce qu'une femme, où je vous parle du documentaire de Matt Walsh. C'est exactement ça. Si tu penses que je n'existe pas, eh bien c'est ton droit le plus strict. Si tu penses que t'es un papillon, c'est ton droit le plus strict. Enfin, vous voyez, on en arrive quand même à des extrémismes, à des extrêmes qui sont vraiment regrettables et surtout ridicules, tout simplement. Je voulais vous parler également de donc une actrice, Adèle Exarchopoulos, je ne sais pas du tout si je prononce bien, qui est lassée des scènes de nu et qui s'exprime sur son rapport au corps à l'écran. J'ai fait du coup après des petites recherches sur un peu des actrices qui refuseraient d'apparaître nues à l'écran, et il y en a quand même quelques-unes. Et en fait, je pense que beaucoup de femmes pensent qu'il est nécessaire de se déshabiller en tant qu'actrice ou autre pour progresser, pour avoir tous les rôles possibles, imaginables. Et en fait, pas du tout. On peut être, je pense, une très grande actrice ou un très grand acteur en choisissant bien ses rôles et en ne sexualisant pas son corps à l'écran, justement. Il y a beaucoup d'actrices ou de personnes qui se plaignent de cela, alors que c'est elles-mêmes qui finalement se sexualisent, se mettent en avant, acceptent d'être nues, etc. Et je pense qu'on a toujours le choix et que c'est à nous de choisir le chemin qu'on va prendre, tout simplement. C'est comme la fille qui vend l'eau de son bain. Bon, je pense qu'elle avait le choix de faire autre chose, en fait. Donc, on va pas non plus ni la plaindre, ni se dire ah bah tant mieux, c'est elle qui a choisi, comme ça elle gagne bien sa vie, c'est cool. Bon, non, je suis désolée, dans la vie il faut aussi faire des choix et assumer les conséquences de ces choix. Et puis parfois c'est difficile d'ailleurs, hein, dans certains métiers ou autres, on se ferme des portes finalement en restant fidèle à nos valeurs. Pour reparler du monde du sport par exemple, parce qu'on en a reparlé hier, mais quand vous arrivez à un certain niveau de sportif, ça dépend dans quel sport, mais à partir d'un certain niveau, généralement, vous êtes obligé de vous doper, en fait, de prendre des drogues, des médicaments, etc. pour améliorer vos performances. Et en fait, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tout simplement, vous n'êtes pas accepté dans l'équipe. Enfin, c'est soit ça, soit tu t'en vas, quoi. Et il y a des personnes qui disent, non, tant pis, moi je n'irai jamais au-delà d'un certain niveau dans telle discipline. Pourtant, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu avoir des médailles, remporter des prix, être peut-être connue, participer à des compétitions intéressantes à plus haut niveau. Non, je décide de m'en priver et de ne pas faire tout ça parce que j'ai mes valeurs, parce que je tiens à avoir justement à être droit dans mes baskets, à garder ma ligne de conduite, à garder une bonne ligne de conduite. Et tant pis, oui, ça me ferme des portes, mais je préfère être fidèle à mes valeurs. Mais bon, ça n'est pas le cas de tout le monde n'a pas le courage de faire cela. Et donc dans cet article de Mademoiselle, cette actrice Adèle, dont je ne reprononcerai pas le nom de famille, parle un petit peu de justement son rapport à son corps, le malaise que ça lui fait de faire des scènes de nu, et elle dit que depuis, c'est très intime comme sujet, ça n'appartient qu'à moi, donc ça c'est pour bien que les autres surtout ne se sentent pas jugés par une chose qu'elle aurait pu dire. Mais avoir un fils m'a apporté une autre forme de pudeur. C'est une question que j'ai mis du temps à me poser. Il y a des films que je n'ai pas du tout envie de jouer depuis que je suis maman, etc. Je n'ai pas envie de me voir comme ça à l'écran, etc., etc. Ou que mon fils me voit comme ça. Tant mieux si la maternité lui fait prendre conscience de certaines choses, c'est positif. Et
Mais voilà, c'était l'occasion de redire, parce que souvent on entend que telle actrice n'avait pas le choix, si elle voulait monter dans sa carrière, elle n'avait pas le choix que de faire ceci ou cela avec le producteur, le réalisateur ou autre. Et en fait, dans la vie, on a toujours le choix. Donc si on a le choix, et si ça coupe notre carrière, si ça nous empêche de monter aussi haut qu'on aurait voulu, ou de se développer sur tel ou tel plan autant qu'on l'aurait souhaité, ou autant que nos capacités, d'ailleurs, nos dons, nos talents le permettaient, que ce soit nos talents d'acteur, de sportif, nos dons manuels, etc. Il y a un moment, s'il y a un choix à faire entre progresser dans sa carrière, mais en trahissant le vrai, le beau ou le bon, ou vice versa, eh bien écoutez, le choix n'est pas forcément facile, mais on peut le faire, et je pense qu'il sera récompensé, et si c'est pas dans ce monde, ça sera dans l'autre. Mais en tout cas, c'est faisable. Autre story sur laquelle je suis tombée et qui m'a fait un peu halluciner, mais je voulais vous en reparler. Marine L'Orphelin, qui est une ancienne Miss France et qui est médecin. Je pense que là, ça y est, elle a son diplôme, ou elle est pas loin de l'avoir. Mais non, je pense qu'elle est diplômée officiellement de la médecine. Et donc, il fait une story sur les règles. Et pour en parler, elle parle des personnes menstruées. Alors, ça va peut-être vous paraître anodin, puisqu'effectivement, une personne qui a ses règles, on peut très bien dire que c'est une personne menstruée. Une personne qui a ses règles, ça y est, je commence. Non, une femme qui a ses règles. Bref, et donc justement, tout ça pour vous dire que de plus en plus de personnes n'osent plus dire les femmes qui ont leurs règles, ou tiens, quand les femmes ont leurs règles, voilà, si elles parlent de ce sujet-là. Maintenant, c'est les personnes menstruées, parce qu'il ne faut surtout pas renier les trans, les je ne sais quoi, qui auraient leurs règles aussi. Bref, donc c'est un vocabulaire que vous allez voir de plus en plus, j'en ai déjà parlé, la novlangue, hein, relisez 1984 si besoin, d'Orwell. Le poids des mots, l'importance du vocabulaire que nous utilisons, et donc non, on ne dit pas une personne menstruée, on dit une femme qui a ses règles tout simplement. Alors oui, ça peut paraître peut-être plus élégant de parler d'une personne menstruée, mais quand on sait qu'il y a une raison idéologique derrière, c'est bien dommage. Et d'ailleurs dans cette story, elle parlait du fait des femmes qui voulaient prendre la pilule en continu sans faire d'arrêt, pour en fait ne pas être embêtées avec leurs règles pendant l'été. Ah oui, c'est tout à fait possible, ceci, cela. Enfin bref, moi ça me sidère tous ces soi-disant médecins qui conseillent de prendre de la chimie tous les jours non-stop dans leur corps sans penser aux conséquences. C'est un petit peu dommage, mais j'ai déjà parlé de ce sujet, donc n'hésitez pas à regarder les podcasts qui sont dédiés à cette thématique. Je voulais vous parler également de cet article du Figaro. Les accidents du travail progressent de plus en plus chez les femmes. Merci à la personne qui m'a envoyé cet article, et qu'on voit d'ailleurs sous l'illustration de la photo de l'article, la légende de la photo d'illustration. Cette dynamique s'observe particulièrement dans le BTP, donc dans le bâtiment, où les accidents féminins ont bondi de 85%. Et en fait, je pense que c'est pas drôle, faut pas en rire, mais en fait, je pense que les femmes veulent faire les métiers des hommes. On pousse à fond les femmes dans des métiers qui ne sont pas adaptés à elles, je pense. Enfin, en tout cas, pas la plupart des femmes. Et je pense que c'est ce qui explique en partie, parce qu'évidemment, l'article va dire que c'est le patriarcat, que c'est qu'on prend pas assez soin des femmes, blablabla. Mais quand ils disent quand même que les accidents ont diminué chez les hommes de 27%, alors ça, c'était dans quel... Je crois que ça, c'est de façon générale. Les accidents du travail ont diminué chez les hommes de 27% et ont augmenté de 42% chez les femmes. Donc c'est vrai que c'est assez surprenant que d'un côté ça augmente et que de l'autre côté ça diminue. Mais voilà, les femmes entrent dans des secteurs à prédominance masculine, dans des postes exposés au risque d'accident de travail et où les politiques de prévention les protègent insuffisamment. C'est peut-être parce que c'est pas adapté non plus. Je vous laisse lire l'article en entier si ça vous intéresse. Il est pas très long d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Oui, donc le fait que les femmes n'ont peut-être tout simplement pas les ressources nécessaires pour se protéger correctement. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'un homme soit plus à l'abri d'un accident du travail qu'une femme. Je veux dire, par rapport à ses équipements, à la façon dont il fait les choses, justement, par rapport à tout ce qui est paramètres extérieurs. Donc les normes de sécurité, la façon dont il est habillé, etc., etc. A priori, il sera dans les mêmes conditions que la femme. Donc si la femme se blesse davantage, c'est peut-être dû à sa force physique qui est moins importante
que celle des hommes, ou alors du fait qu'elle n'a pas les mêmes réflexes ou autres que les hommes sur les chantiers, j'en sais rien. J'ai pensé aussi à quelque chose, mais à vous de me dire ce que c'est peut-être un peu farfelu comme analyse, mais le fait qu'aussi les femmes essayent d'être sur tous les fronts, de tout mener, il y a une espèce d'énorme pression pour que les femmes mènent de front leur carrière, leur famille, leur foyer, et en même temps qu'elles restent toutes fines, toutes minces, qu'elles soient belles et parfaites en permanence, comme si elles étaient photoshopées, etc. Bon, il y a une espèce d'énorme pression pour que les femmes réussissent sur tous les plans et qu'elles fassent tout à la fois, parce que ça n'est pas acceptable de ne pas avoir de carrière ou juste de s'occuper de ses enfants, d'être mère au foyer. Donc il y a une énorme pression pour être sur tous les fronts. On observe d'ailleurs beaucoup de burn-out, etc. Ou de dépression. Est-ce que ça n'expliquerait pas aussi en partie le fait que les femmes sont aussi plus sujettes, donc peut-être plus fragiles, plus fatiguées, plus je ne sais pas quoi. Et donc voilà, le fait de courir sur tous les fronts, parfois on fait les choses un peu plus vite, un peu moins bien, ou on fait moins attention. Est-ce que ça expliquerait aussi qu'il y ait plus d'accidents du travail? Parce que l'article ne concerne pas que le BTP, c'est de façon générale. Bon voilà, je ne sais pas si c'est une explication valable ou pas, mais je la pose ici, puis à vous de me dire en commentaire, de compléter, ou tout simplement de me dire si c'est un peu trop farfelu comme explication. Voilà pour la chronique d'actualité du jour. N'hésitez pas à me faire passer les articles que vous trouveriez intéressants sur des sujets qu'on pourrait partager ici sur la chaîne. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, il y a toutes les sources, donc sous cette vidéo, les sources des liens des articles là, dont je viens de vous parler, je vais y arriver, pardon, et également le lien vers la boutique de robes, si vous voulez acheter mon livre, si vous voulez vous inscrire à la newsletter que j'envoie gratuitement tous les dimanches, n'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos, et moi je vous dis de toute façon à très bientôt pour un nouveau podcast.